Bonjour Marie-Toussaint, bienvenue dans ce podcast. C'est votre premier mandat. Quelle a été votre réaction en découvrant le Parlement? Bonjour d'abord. Et puis effectivement, c'est mon premier mandat. J'ai été élue le 26 mai 2019. J'étais la plus jeune du bataillon Europe Écologie Les Verts à rejoindre le Parlement européen à ce moment-là. Et c'est vrai que je me bats depuis longtemps pour protéger les communs naturels et pour une justice climatique et environnementale dans le monde entier, comme sur nos territoires en France et en Europe. Et donc, je savais depuis déjà assez longtemps que le combat allait être très dur et qu'il allait falloir se battre avec force et beaucoup de détermination. Voilà, donc j'ai pas découvert la politique en entrant au Parlement. Je milite depuis un certain nombre d'années et je suis notamment convaincue que pour changer les choses, il faut changer la loi, les textes, voilà, les législations qui sont adoptées. Et avant d'être élue, j'y poussais déjà à travers des actions de plaidoyer ou de jurisprudence, en lançant notamment des actions en justice avec notre affaire à tous. Et donc, depuis mon élection, je continue cette même bataille et je me bats dans l'hémicycle, au sens large, parce que ça veut dire aussi dans les commissions, parce que tout doit changer. Et je savais que les lobbies seraient très forts. Ça a été confirmé au sein du Parlement européen. Et puis, je savais aussi qu'on était loin d'avoir dépassé le dogme de la croissance et du productivisme. Et ça aussi, ça a été confirmé. On le voit avec l'exemple de la loi climat européenne qui a été adoptée. Le Parlement européen cherchait à atteindre l'objectif de 60% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en 2030. Finalement, l'objectif qui a été adopté, c'est de 52,8%. Ça nous mène tout droit vers un réchauffement de plus de 2 degrés Celsius. Donc, pour parler bref, ce que ça veut dire, c'est que on n'est pas encore sur la route de l'accord de Paris avec l'Union européenne. Voilà, donc ça, je le découvre qu'à moitié. Je savais que ce serait une bataille et je me retrousse les manches chaque jour pour aller mener cette bataille-là, comme le font d'ailleurs un grand nombre de Françaises et de Français et de citoyens du monde, notamment toutes les ONG, la société civile organisée avec laquelle je me battais avant d'arriver au Parlement européen et avec laquelle je continue à me battre. Et vous êtes en pointe sur les questions de justice climatique et comment le droit peut être un puissant levier de protection de la planète. Alors, le droit est définitivement à la fois un outil pour protéger la planète, on le voit avec les actions en justice climatique, et puis aussi un objet en tant que tel, quelque chose qu'il faut changer. On a construit un droit qui était un droit anthropocentrique, un droit de la domination de l'être humain sur le vivant. On pourrait donner plein d'exemples, mais donc il faut aussi changer ce droit-là. Et puis quand on parle de justice climatique, on parle à la fois d'écologie et puis de justice. Et ces deux valeurs-là, l'écologie et la justice, elles sont pour moi absolument cardinales. On sait qu'on doit sauver le climat et la planète, et le reste de la planète, la biodiversité notamment, le reste des limites planétaires. Et on sait que la décennie qui vient, elle est pour cela déterminante et qu'il faut nous lancer de toutes nos forces dans cette bataille-là. Mais on sait aussi, c'est pour ça que je reviens sur le terme de justice, que le monde il est rempli d'injustice et qu'il y a encore un nombre important, peut-être même croissant, notamment avec la crise sanitaire, qui est aussi écologique, économique, sociale, qu'on est en train de traverser. Donc, il y a un nombre croissant de gens, de personnes à travers le monde qui vivent dans la guerre, dans la faim, dans la maladie. En France, on a un écart d'espérance de vie de plus de 13 ans entre le décile le plus riche et le plus pauvre, et le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, le dépassement des limites planétaires. Tout ça, ça creuse ces inégalités et ces injustices dans le monde, comme en France. Donc, il faut vraiment mener cette bataille. Et effectivement, le droit, c'est un outil et un objet. Et on est d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous en saisir. On a gagné des actions en justice climatique, c'est-à-dire en demandant à nos États d'agir plus pour le climat, aux Pays-Bas et au Pakistan dès 2015. Et depuis, on ne cesse d'emporter des victoires, avec l'affaire du siècle évidemment en France, mais aussi en Irlande, en Allemagne, en Colombie, en Australie, en Belgique, et je suis sûre bientôt dans d'autres pays encore. Et on commence également à gagner face aux entreprises les plus pollueuses, comme par exemple aux Pays-Bas, face à l'entreprise gazière et pétrolière Shell, qui est effectivement l'une des entreprises les plus pollueuses dans le monde. Et quand on regarde ce que nous disent les juges, ce que nous disent les tribunaux, eh bien, ils nous disent qu'agir pour le climat, c'est aussi une question de respect des droits humains, c'est une question de respect des droits sociaux, c'est une question de respect et de protection des libertés fondamentales des citoyennes et des citoyens, aujourd'hui et pour les générations futures. Et donc, cette obligation d'action, elle doit être intégrée dans chacune de nos législations. Quand je dis dans chacune de nos législations, c'est vraiment dans tout, dans nos lois, mais aussi dans les projets qu'on développe sur les territoires. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que malheureusement,
nos lois nous entraînent encore vers le dérèglement climatique, vers la perte de biodiversité, qu'on finance encore des infrastructures qui sont destructrices du vivant, des autoroutes, des aéroports, des industries extrêmement dangereuses pour la nature comme pour la santé. Voilà, donc dans toutes nos législations, mais aussi au sommet de la hiérarchie des normes. Et donc, quand je parle de ça, je parle notamment de la reconnaissance du crime d'écocide. Je parle aussi de modifier la Constitution française pour y intégrer le climat, la biodiversité, les limites planétaires et faire de la France une véritable république écologique. On a du travail. Et puis, évidemment, au niveau européen, on a porté pendant la campagne et on continue de porter la proposition d'un traité environnemental. Et ce traité environnemental, il ferait du respect des limites planétaires la loi des lois. On aurait une obligation de revenir au respect des limites planétaires. Aujourd'hui, sur 9 limites planétaires, l'Europe en dépasse 4. Et donc, on aurait cette obligation de revenir au respect des limites planétaires avec des droits sociaux qui seraient devenus eux aussi contraignants en Europe. On en est encore loin, il y a encore beaucoup de travail, mais l'adhésion à nos propositions se renforce. Et donc, j'ai bon espoir qu'on puisse pas seulement porter ces propositions, mais aussi les mettre sur la table et les faire devenir réalité dans les années qui viennent, espérons. Et d'ici la fin de votre mandat, quelles seront les grandes échéances et les opportunités pour inscrire l'écocide dans le droit européen? Alors, la reconnaissance du crime d'écocide, elle est absolument essentielle. Et on a beaucoup d'opportunités pour reconnaître l'écocide. Mais alors, peut-être d'abord, pour celles et ceux qui ne savent pas exactement ce qu'est un écocide, le terme écocide, bon, il parle un peu comme ça naturellement, mais pour revenir dessus, éco, c'est du grec oikos, la maison, et cide, c'est évidemment du latin sidere, tuer, donc ça veut dire tuer notre maison. Pour le dire vulgairement, ce sont les graves atteintes à la planète qui mettent en danger la sûreté de la planète, l'habitabilité de la Terre pour les humains et aussi nombre de vivants non humains, la faune et la flore en particulier. Dans l'histoire, on a eu des grands écocides qui sont notamment liés aux pesticides et aux herbicides, évidemment avec l'agent orange au Vietnam dans les années 60, avec le chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, dont on ne parle pas encore assez aujourd'hui. On a eu aussi des écocides liés à des accidents industriels, notamment nucléaires, ou encore aux énergies fossiles avec des méga marées noires comme Deepwater Horizon, ou encore le dérèglement climatique. Et quand je dis que le dérèglement climatique est un écocide, eh bien, on peut parler, par exemple, de ces 100 firmes qui ont été responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre entre 1988 et 2015 et qui ne sont absolument pas tenus responsables pour leurs actions, non plus que la quasi-intégralité des accidents et des atteintes aux vivants que j'ai cités juste avant. Et puisque ces crimes sont impunis, qu'ils soient commis par des entreprises ou par des chefs d'État, par exemple comme Jair Bolsonaro dans la forêt amazonienne, ce qu'on voit, c'est qu'on s'en prend au commun, à nos communs, au commun naturel, et qu'on doit absolument répondre. Donc, il faut vraiment reconnaître l'écocide. Et quand je suis arrivée au Parlement européen, ce que j'ai constaté, c'est que quasiment personne ne connaissait le terme même d'écocide. Pourtant, il est discuté par la communauté internationale depuis les années 70. Il a même été utilisé en 1972 lors de l'ouverture de la toute première grande conférence internationale sur l'environnement qui était organisée à Stockholm pour dénoncer justement l'utilisation de l'agent orange au Vietnam. Donc, ça fait 50 ans que c'est sur la table et pourtant, ça avait été complètement oublié. Et les dirigeants politiques, de droite comme d'ailleurs de gauche, ne connaissaient pas ce terme, qui n'existe d'ailleurs pas dans toutes les langues de l'Union européenne. Donc, on a un gros travail à fournir de sensibilisation, de faire connaître ce qu'est l'écocide. Et grâce à la mobilisation que nous menons depuis une dizaine d'années, eh bien, l'écocide, aujourd'hui, devient absolument incontournable. Quand je parle de la société civile, je pense notamment à Valérie Cabanès, qui a fait un énorme travail en France. Je pense aussi à Paul Higgins, qui a fait un travail similaire en Grande-Bretagne, ce qui a permis notamment à ce que, lors de la naissance du mouvement Extinction Rebellion, le terme d'écocide apparaisse sur toutes les banderoles. Mais en France, on a aussi fait un travail énorme avec Valérie, avec notre affaire à tous, avec d'autres. Et la Convention citoyenne pour le climat en a fait d'ailleurs l'une de ses mesures phares. Voilà. Alors, au niveau européen, pour répondre directement à la question, eh bien, ça bouge et ça bouge beaucoup. On a vraiment beaucoup travaillé, mobilisé nos collègues, d'abord le groupe Vert au Parlement européen, mais maintenant, c'est aller beaucoup plus loin puisque l'ensemble de la plénière a voté des textes
appelant à inscrire l'écocide dans le droit international, à reconnaître l'écocide et à le condamner au niveau de la Cour pénale internationale. Ça, c'était en janvier 2021, cette année. Et puis en avril, lors d'un rapport dont j'étais chargée pour les écologistes, on a aussi appelé à inscrire le plus vite possible l'écocide dans le droit interne de l'Union européenne. On sait que les négociations internationales, ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps, alors qu'en Europe, ça peut justement aller plus vite. Ça peut aller plus vite et à la fin de l'année 2021, on attend la révision d'une directive. Alors, les directives au niveau européen, elles portent toujours un nom un peu barbare. Donc là, c'est la directive portant protection de l'environnement par le droit pénal. Eh bien, cette directive va être révisée à la fin de l'année. On a besoin que cette directive reconnaisse les crimes environnementaux et notamment l'écocide. Et donc, j'ai lancé une grande campagne sur mon site internet pour justement pouvoir montrer l'adhésion de l'opinion publique à l'inscription de l'écocide dans le droit européen. Si les auditrices et les auditeurs le souhaitent, et je les invite à le faire, vous pouvez aller signer cette pétition et on vous donnera des nouvelles très régulièrement. On a vraiment des avancées, je veux le souligner, ces dernières années. J'ai lancé en octobre 2020 une alliance internationale des parlementaires pour la reconnaissance de l'écocide et on voit que tout est en train de bouger un peu partout dans le monde. On avait déjà eu en décembre 2019 les républiques des Vanuatu et des Maldives, qui sont des îles qui risquent de disparaître du fait du dérèglement climatique, qui avaient demandé officiellement à la Cour pénale internationale d'intégrer l'écocide parmi ses compétences. Depuis, on a aussi eu la Belgique, avec un des députés membres de l'Alliance, Samuel Kogolati. Et puis, on voit que ça bouge un peu partout. En Suède, les partis de gauche et les syndicats ont demandé la reconnaissance de l'écocide. En Espagne, avec Inès Sabanès, ça avance aussi. Aux Pays-Bas, ça avance également au sein du Parlement. Le petit dernier, c'est le Bangladesh. Mais on a aussi la Grande-Bretagne, la Bolivie, le Guatemala, le pape, qui a mentionné à plusieurs reprises l'écocide. Et tout récemment, le secrétaire général des Nations Unies qui a demandé à ce que l'écocide devienne un crime condamné au niveau international. Donc, on est vraiment dans un moment charnière et on peut aller très, très vite pour la reconnaissance de l'écocide. Le petit point qui m'inquiète un peu, c'est qu'on avait eu des discussions très constructives avec la Commission européenne jusqu'à maintenant. Et là, juste au mois de juillet, en présentant le paquet climat européen, le vice-président au Green Deal de la Commission européenne, Frans Timmermans, qui est un néerlandais, il a dit qu'aujourd'hui, il y avait un sentiment d'urgence dans l'opinion publique pour le climat, mais que le sentiment d'urgence pour la reconnaissance de l'écocide, il aurait lieu que dans 2-3 ans. Voilà. Et donc, il semblait justifier le fait que l'Union européenne ne reconnaisse pas l'écocide tout de suite. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Il n'a pas encore dit non, mais il a jeté cette première ombre sur la bataille qu'on était en train de mener vers la victoire. Et donc, on a absolument besoin de se mobiliser. Donc, vraiment, 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 allez signer la pétition et sur les réseaux sociaux, mettez le hashtag Recognize Ecocide Now. Plus on leur montrera que nous sommes mobilisés au sein du Parlement, dans les institutions évidemment, mais aussi en dehors, dans la société civile, plus on a de chances de faire reconnaître l'écocide. Merci. Et on voit qu'alors qu'on a des lois et des statuts juridiques pour gérer beaucoup d'interactions, on a énormément de sujets de droit pour des humains, pour des non-humains comme des entités morales. On voit que la nature n'a pas de droit. Et vous avez lancé une initiative inédite pour une reconnaissance européenne des droits de la nature. Où en êtes-vous de ce combat ? Vous avez raison, c'est un peu étrange, non, que on trouve normal que des États et des entreprises aient une personnalité juridique, mais pas du tout que les entités vivantes, les écosystèmes, les arbres, les animaux n'en aient pas. Ça interroge un peu quand même sur notre société. Et le combat au niveau européen, il est récent, il est en train de naître et effectivement, c'est l'initiative que j'ai lancée pour faire connaître les droits de la nature, pour les définir aussi au niveau européen, parce qu'on n'a pas encore de vision précise de ce que pourraient être les droits de la nature sur notre territoire, au-delà de reconnaître que les éléments naturels ont le droit de se régénérer. Mais l'Union européenne est l'un des seuls continents sur lesquels les droits de la nature n'ont pas encore émergé. Donc il y a vraiment urgence, parce qu'on est en train de perdre notre rôle de pionnier dans la législation environnementale. Et ces droits, ils émergent partout dans le monde, notamment en Amérique latine, bien sûr, depuis 2007, avec la Bolivie, l'Équateur, la Colombie, mais ils émergent dans d'autres pays aussi, partout sur tous les continents, en Afrique, en Inde.
en Nouvelle-Zélande et même dans une trentaine de comtés des États-Unis. Donc, il est vraiment temps qu'on s'y mette. Et là aussi, je dois dire que depuis que je suis arrivée au Parlement européen, on avance et on avance pas mal. On avance sur le terrain, notamment en France, où j'ai impulsé à l'été 2020 la création d'un réseau francophone des droits de la nature. À partir des initiatives citoyennes et avec les initiatives citoyennes qui émergent partout sur le territoire. Donc, on a vu le Parlement de Loire naître et se développer. C'est vraiment une initiative intéressante. On a aussi l'appel du Rhône. On a une déclaration des droits des arbres. Et on a plein de tentatives de faire vivre les droits de la nature sur nos territoires qui sont en train de naître un peu partout. Je ne veux pas vous spoiler et vous parler de ces initiatives avant qu'elles ne sortent, mais il y aura beaucoup de choses au sortir de l'été, donc soyez vigilants. Il n'y a pas qu'en France, évidemment. Au niveau européen, je peux citer l'exemple de la Mar Menor en Espagne, où il y a une initiative citoyenne pour reconnaître les droits de cette lagune, ou encore l'ambassade de la mer du Nord aux Pays-Bas, où les citoyennes et les citoyens essayent d'inventer une nouvelle forme de gouvernance de la mer et de faire parler la mer pour qu'elle nous dise ses besoins. Alors, c'est complexe, mais c'est un défi qu'on peut tout à fait relever si on met à contribution l'ensemble des citoyennes et des citoyens, les riveraines, les riverains, des artistes, des experts aussi. Mais il n'y a pas que le savoir scientifique qui compte, il y a aussi le savoir d'usage. Et donc, c'est aussi une dynamique qui permet de redonner de la voix à nombre de personnes que l'on n'entend pas, à qui l'on donne peu la parole et qui ont pourtant tout à fait la compétence et la légitimité pour donner leur avis sur les écosystèmes dans lesquels ils habitent. Donc ça, c'est pour les initiatives de terrain. Mais ensemble, avec tous ces gens-là, aussi avec les associations pour les droits des animaux, avec les parcs naturels, avec les associations pour les forêts, on travaille pour la reconnaissance des droits de la nature dans le droit. Et donc, pour ça, on a besoin que des lois soit françaises, soit européennes, qui reconnaissent véritablement ces droits de la nature. Alors, au niveau du Parlement européen, en octobre dernier, l'un de mes amendements a été adopté qui demande à ce que les forêts anciennes et primaires d'Europe, qui sont en grave danger à l'heure actuelle, se voient protégées, notamment par un statut légal, et se voient aussi reconnaître comme des communs naturels mondiaux, c'est-à-dire qu'on dépend, partout autour de la planète, on dépend, toute l'humanité, de leur survie et de leur bon état pour pouvoir nous-mêmes vivre. Les forêts, c'est à la fois les poumons du monde et puis des puits de biodiversité incroyables. Et si elles disparaissent, l'humanité disparaîtra elle aussi. Donc, il y a eu cette première victoire en octobre 2020 au Parlement. Et puis, en avril, j'ai réussi à faire adopter une deuxième disposition qui appelle à la reconnaissance de la valeur intrinsèque des écosystèmes et leur droit à être protégés. C'était vraiment un premier pas vers les droits de la nature, aussi un appel à ce que le vivant ne soit pas intégralement mis sur le marché, ce qui est la tendance actuelle. On veut tout financiariser, tout monétariser. Or, il faut que le vivant soit protégé aussi des aléas du marché. C'est une absolue nécessité, un vrai défi pour les années qui viennent. Et puis, tout récemment, on a une commission, la commission développement avec Michel Rivasi, et puis peut-être en plénière à la rentrée, on l'espère, qui a appelé à étudier la pertinence de la reconnaissance des droits de la nature. Donc, c'est encore des mots timides, mais ça bouge. Et il faut vraiment continuer à pousser. On a aussi, cette année, lancé un sondage, parce que celles et ceux qui nous écoutent peuvent nous dire, mais enfin, les droits de la nature, on n'en parle pas, justement, ce n'est pas une priorité. Si, ça l'est sur le fond, mais ça l'est aussi dans l'opinion publique, même si les médias n'en font pas encore un grand état. Et donc, dans cette enquête qu'on a commandée, qui a été réalisée début 2021 par Ipsos, ce que ça montre, c'est que 64%, donc 64%, près des 2/3 des Européennes et des Européens souhaitent la reconnaissance des droits de la nature. Donc, on a organisé avec mon équipe une série d'initiatives pour soutenir la reconnaissance des droits de la nature, toute une série de conférences que vous pouvez retrouver sur mon site internet ou sur mon YouTube sur les droits de la nature avec des experts de partout autour de la planète qui sont venus nous parler de ce que ça veut dire, à la fois de manière philosophique, de manière artistique, de manière démocratique et évidemment juridique. Et puis, on poursuivra ça l'an prochain par une grande consultation européenne pour savoir comment on reconnaît les droits de la nature en Europe. Il y a beaucoup de questions. Les questions sont vraiment nombreuses. Qui a la légitimité pour défendre les droits des écosystèmes devant la justice, dans la démocratie? Comment on s'organise pour tout ça? C'est extrêmement inspirant et on compte vraiment sur vous toutes et vous tous, pour y participer
Et c'est encore une fois un combat qu'on peut vraiment gagner. Donc, il faut qu'on le mène et qu'on le mène ensemble. Votre site web a une particularité, c'est qu'il commence par un appel en disant j'ai besoin de vous pour la justice climatique. Et vous êtes une militante du climat, une activiste qui est devenue élue. Comment vous pouvez expliquer ce besoin et cette nécessité de continuer à armer une forme d'activisme qui soutient un travail de parlementaire pour que celles et ceux qui écoutent ce podcast comprennent que leur engagement au travers d'un site web ou sur les réseaux sociaux a un vrai poids dans l'hémicycle? Je le disais un peu plus tôt, les batailles qu'on doit mener, les batailles qui sont devant nous, elles sont vraiment dures. Elles sont dures parce qu'on se bat contre une idéologie, qui est l'idéologie de la croissance, qu'il nous faut absolument contrer, parce que quand on parle de croissance, on parle beaucoup de croissance de la production et donc de la ponction sur les ressources, des ressources qui nous manquent. On a besoin au contraire de préserver les ressources, de limiter notre consommation des ressources pour pouvoir mener la bataille. Et puis un combat aussi contre les lobbies, contre les intérêts économiques de celles et ceux, surtout ceux, qui exploitent ces ressources. Donc on doit vraiment se mobiliser voilà, de toutes les manières, de toutes les façons. Et c'est vrai que moi, en étant élue, je savais qu'on n'était pas majoritaire. Le groupe Vert, il représente 10% du Parlement européen, mais on n'est pas encore charnière. Ce que ça veut dire, c'est que les grands groupes productivistes peuvent encore mener leur politique sans nous. Donc on fait avancer des choses, évidemment, mais si on veut emporter des victoires, il faut absolument qu'on soit au diapason de la société, il faut qu'on soit au diapason aussi de l'urgence. Et on ne pourra pas gagner ces batailles s'il n'y a pas une vraie mobilisation dans la société, sur le terrain, qui se fasse entendre à la fois par des actions militantes et par un plaidoyer le plus fort possible. Et donc pour moi, c'était absolument essentiel de faire vivre ce lien avec les organisations de terrain, alors d'une manière un peu plus traditionnelle, ce que font souvent les députés, notamment les députés écolos, en allant soutenir des luttes locales menées donc, sur le terrain contre des mines, contre des pollutions diverses et variées, contre des aéroports, tout ça. Ça, c'est important. Parfois, avec un peu de désobéissance civile, les écolos sont connus pour avoir fait ça. C'était José Bové contre McDonald's, c'était Noël Mamère et le mariage gay de Bègle, et puis je pourrais en citer plein d'autres. Mais je voulais trouver d'autres manières, et c'est vrai qu'en lançant ce site internet avec des campagnes auxquelles les gens peuvent souscrire pour nous aider à les mener, eh bien, on a un moyen supplémentaire de pouvoir mener ces combats et à la fois de pouvoir faire redescendre l'information de ce qui est discuté au niveau européen, de ce qui se passe aussi dans le monde. J'essaye de tenir les inscrits et les inscrites informés des avancées sur les droits de la nature, sur l'écocide, dans la bataille contre les énergies fossiles et leurs lobbies, et puis de pouvoir agir ensemble, réagir de manière plus réactive à l'actualité et au combat. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment essentiel de disposer de cet outil-là qui nous permet de mener ces combats avec le plus grand nombre. Et vous vous battez contre les lobbies des énergies fossiles qui sont extrêmement puissants. Je crois que pendant la discussion sur, en particulier, l'hydrogène, les lobbies du gaz ont rencontré la commission toutes les 36 heures, ce qui est week-end compris, ce qui est assez incroyable. Ouais, ce qui est un chiffre qui est frappant, je trouve, parce que c'est quand même week-end et vacances compris, quand on divise le nombre de rencontres par le nombre de jours, c'est assez sidérant. Et donc, la question, c'est comment l'Europe peut se protéger des lobbies des énergies fossiles? Oui, mais alors il y a ces rencontres-là avec la Commission européenne. Il y a les centaines de mails qu'on reçoit aussi sur nos boîtes du Parlement européen. Et alors, comme chez les écologistes, nous sommes connus pour lutter pour la sortie des énergies fossiles, on se demande bien ce que ceux qui financent, qui aident les lobbies des énergies fossiles reçoivent comme email. Et puis, il y a des choses beaucoup plus cachées. Par exemple, on est régulièrement invité, soit par des médias, soit par des eurodéputés eux-mêmes, à des événements où les lobbies des énergies fossiles viennent intervenir, présenter leurs propositions, porter leurs propositions. Et donc, ils sont absolument partout, notamment à travers effectivement le gaz et l'hydrogène. L'hydrogène qui peut être renouvelable, mais qui peut aussi être basé sur les énergies fossiles. Et donc, c'est un vrai fléau à l'heure actuelle, puisque l'hydrogène est présenté comme l'une des solutions
au dérèglement climatique. Donc, il faut être extrêmement vigilant quand on reçoit ces emails, quand on rencontre les représentants de l'hydrogène, parce qu'effectivement, il y a souvent baleine sous gravillon, si on peut dire. Mais voilà, c'est sûr que vu l'urgence climatique dans laquelle nous sommes, et vu le fait que ça fait déjà plusieurs décennies que les scientifiques nous disent qu'il faut absolument sortir des énergies fossiles, les laisser là où elles se trouvent, c'est-à-dire sous les sols, et investir massivement dans les énergies renouvelables, eh bien, vu cette urgence-là, on ne peut plus confier nos décisions démocratiques à ces lobbies des énergies fossiles, à ces représentants des intérêts des entreprises pétrolières et gazières, voire à ces entreprises elles-mêmes, et qu'on en est encore un peu loin. Voilà. Alors, ce qui est notable cette année, c'est que l'Agence internationale de l'énergie, qui n'est pas très connue pour être une militante de l'écologie, a elle aussi appelé à cesser l'exploitation, mais aussi l'exploration des énergies fossiles. Alors nous, on appelle beaucoup. J'ai notamment appelé à ce que l'on cesse l'exploration et l'exploitation des énergies fossiles dans les mers et dans les océans au niveau de l'Union européenne. C'est une mesure qu'on a déjà obtenue en France et au Danemark. Pourquoi ne pas l'imaginer au niveau de l'Union? Évidemment, la réponse a été non. Pourquoi? Parce que les États membres sont maîtres de leur mix énergétique, mais aussi parce que les États membres ont eux aussi des connivences avec des lobbies sur chacun de leur territoire et que ça retarde la sortie des énergies fossiles de la même manière que la France est en connivence avec les divers lobbies nucléaires qui empêchent qu'on sorte véritablement du nucléaire. Mais bon, voilà, donc on passe ces appels, on se bat sur les législations et on se bat aussi pour faire cesser les subventions publiques aux énergies fossiles. Il faut dire qu'en France, il y a quelques années, les montants s'élevaient à 11 milliards d'euros par an de subventions publiques, donc de la poche du contribuable vers les entreprises exploitant des énergies fossiles. Et on a vu très récemment avec le plan de relance que tout ça continue. On a des entreprises de l'aviation, par exemple, qui ont reçu des subventions. On a des entreprises automobiles qui ont reçu des subventions, non pas pour aller vers la fin du moteur thermique, mais juste pour continuer leurs activités. Donc, on a vraiment besoin d'arrêter ces subventions publiques. Et il y a notamment un combat que je mène. Je vous ai dit tout à l'heure que les directives avaient des noms un peu barbares. Bon, alors, il y a une directive qui s'appelle, enfin, c'est un règlement, pour être plus précise, qui s'appelle le TENI, ou le RTEE, le règlement sur les infrastructures énergétiques, pour faire bref. Et à travers ce règlement, on s'apprête aujourd'hui, en 2021, à dépenser 41 milliards d'euros dans des infrastructures gazières qui vont traverser l'Europe, des infrastructures dont on n'a pourtant pas besoin pour notre consommation énergétique. On est aujourd'hui surdoté en infrastructures gazières et surtout qu'on devrait laisser sous le sol. Et tout ça, c'est grâce effectivement au lobbying forcené du gaz et maintenant d'hydrogène et de leur lobby, où on retrouve Total, par exemple, qui se sont débrouillés pour être ceux, alors attendez 2 secondes et accrochez-vous bien, les opérateurs gaziers sont à la fois, dans ce règlement, ceux qui analysent les besoins en gaz de l'Union européenne. Évidemment, ils surestiment toujours ces besoins, et ceux qui décident des projets qui seront financés par l'Union européenne, et donc évidemment avec des surestimations, ce qui fait que ce sont des sommes colossales. Je voulais parler de 41 milliards d'euros pour les prochaines années, et donc ce sont des sommes colossales qui sont dépensées par les contribuables européens dans les énergies fossiles, donc il faut absolument que ça s'arrête. Voilà, donc on mène vraiment ce combat au Parlement européen pour qu'à la fois le lobby direct, celui qu'on voit, et le lobby indirect, celui qu'on ne voit pas, notamment à travers ce règlement, qui soit complètement interdit, qu'on sorte de ces multiples conflits d'intérêts. C'est possible, on peut imaginer des gouvernances où ce sont les élus qui décident, appuyés par des scientifiques qui nous aideraient à être sur la bonne route pour respecter l'accord de Paris. On peut aussi décider de fermer la porte des énergies fossiles à nos institutions. On l'a déjà fait au Parlement européen pour Monsanto, on devrait pouvoir le faire pour les énergies fossiles. Il y a évidemment derrière aussi l'enjeu des conférences internationales pour le climat, où il y a toujours des lobbies des fossiles qui sont sponsors. Donc voilà, là aussi, j'ai lancé une campagne sur mon site internet. Donc venez-y, inscrivez-vous et aidez-nous à mener cette bataille qui est l'une des plus difficiles et pourtant l'une des plus urgentes. Chaque semaine, plus de 3 personnes sont tuées dans le monde parce qu'elles protègent l'environnement.
Et quelle initiative l'Europe peut-elle prendre pour protéger les défenseuses et les défenseurs de l'environnement? Ouais, 3 personnes par semaine, c'est un chiffre qui lui aussi frappe, hein, parce que ça veut dire que c'est beaucoup. Et c'est un sujet absolument terrible. Les défenseurs des terres et de l'environnement sont parmi les personnes les plus assassinées, hein, dans le monde. Et c'est de pire en pire. 2019 a été l'année la plus meurtrière depuis longtemps pour ces défenseurs des terres et de l'environnement, avec plus de 200 assassinats. Et quand on regarde la situation un petit peu dans le monde, notamment au Brésil ou en Colombie, on voit bien qu'on n'a pas encore le décompte pour 2020, mais qu'il risque d'être encore pire et peut-être 2021 pire encore. Donc, c'est urgent qu'on réagisse. Et donc, je parle du monde, mais ça arrive aussi sur nos territoires. En France, on a eu la mort malheureuse de Rémi Fraisse. Il y a d'autres pays où c'est vraiment grave. Par exemple, en Roumanie, on compte plus de 600, même plus de 650 gardes forestiers qui ont été attaqués ces dernières années et 6 assassinés dans les 2-3 dernières années par la mafia du bois et leurs alliés qui sont parfois employés par l'État lui-même. Donc, il faut vraiment réagir. Et on peut réagir de plusieurs manières. D'abord, il y a une bataille qui se mène à l'heure actuelle pour une reconnaissance universelle du droit à un environnement sain. On espère qu'en septembre, l'Assemblée générale des Nations unies soutiendra la reconnaissance de ce droit, qui aura comme effet, notamment pour les défenseurs de l'environnement, de limiter les atteintes à l'environnement et donc de limiter le fait qu'ils se mettent en danger. C'est absolument essentiel. On mène vraiment cette bataille. J'ai mobilisé 70 parlementaires pour pousser vers la reconnaissance de cet environnement sain. On a eu des réponses plutôt encourageantes de la part du Conseil. L'Europe doit elle aussi se doter d'un instrument qui reconnaisse ce droit universel. Donc voilà, on doit avancer dans ce sens-là. On doit aussi protéger les forêts d'Europe et du monde. J'en ai parlé un peu plus tôt, mais ce sont bel et bien les défenseurs des forêts qui figurent parmi les premiers touchés par ces attaques. Et puis, on peut réagir en luttant contre la criminalité environnementale. On en parle peu, mais c'est un sujet essentiel. Et cette criminalité, celle des espèces notamment, dont le pangolin, hein, si on veut parler un peu de la Covid-19, même si on n'est pas bien sûr que ça vienne du pangolin, mais c'est quand même à avoir en tête, cette criminalité, elle augmente énormément et sa croissance est 2 à 3 fois plus rapide que celle de l'économie mondiale. On a des études, notamment celles menées par Europol, qui montrent que la criminalité environnementale est devenue aujourd'hui aussi lucrative que le trafic de drogue et est devenue l'une des premières sources de financement des groupes armés et des organisations terroristes avec de l'argent qui transite dans les paradis fiscaux et qui voisine tout autre type d'argent sale. Donc la lutte contre la criminalité environnementale par la reconnaissance de l'écocide, par la reconnaissance des crimes environnementaux, mais aussi parce qu'on aura mis une priorité politique dans cette bataille-là, avec des effectifs de police et de justice qui soient à la hauteur, elle est absolument essentielle pour protéger les défenseurs de l'environnement qui souvent s'opposent justement à la mafia du bois, aux orpailleurs illégaux et à toutes sortes de trafiquants. Et puis, évidemment, on peut réagir enfin en mettant en place des mécanismes de protection rapide des lanceurs d'alerte et des défenseurs de l'environnement. Nous ne nous en sommes pas encore dotés à ce jour, ni au niveau de l'Union européenne, ni de ses États membres. Et pourtant, sur le territoire de l'Union, comme dans nos relations extérieures, à travers tous les offices diplomatiques que nous avons déployés partout dans le monde, on peut avoir ce mécanisme qui permet de repérer quand il y a des menaces qui sont perpétrées contre les défenseurs de l'environnement. On peut déployer des dispositifs de protection. On peut aussi aider, accompagner pour avoir un accès à la justice, un recours à la justice qui soit effectif. Voilà, donc on se bat pour tout ça et c'est absolument essentiel parce que ces personnes qui défendent la planète, elles nous défendent toutes. Et donc leur vie est d'autant plus importante, même si elles le sont déjà en tant que telles. Merci Marie. Et dernière question avant de nous quitter en cette période estivale. Aurais-tu 2, 3 conseils de lecture? Je pourrais en avoir beaucoup plus que 2 ou 3. Je recommanderais bien Le capitalisme vert d'Hélène Tordjman.
parce qu'à la rentrée, on parlera beaucoup de biodiversité avec le sommet de l'IUCN qui se tiendra à Marseille, une sorte de contre-sommet qui sera aussi organisé par Survival, avec des débats en cours actuellement sur la manière dont on peut protéger la biodiversité. Est-ce que c'est par un marché de compensation? Est-ce que c'est par le respect des droits, notamment des populations locales et des peuples autochtones? Donc ça, c'est côté société civile. Et côté international, on attend aussi un grand sommet sur la biodiversité qui devait être organisé en 2020, qui a été repoussé, qui risque d'être repoussé encore. Mais bon, ce sommet va arriver et on a vraiment besoin de se mobiliser et de comprendre le mécanisme de financiarisation de la nature qui est en cours aujourd'hui. Donc, je dirais ça, le capitalisme vert d'Hélène Torgman, et puis peut-être dans la même veine, mais sur un ton un peu plus léger. Bon, léger pas dans le contenu, mais sur la forme, parce que c'est une BD. Je dirais Joe Sacco, l'un de ses derniers ouvrages, qui s'appelle Payer la terre, voilà, qui est une très belle BD qui raconte justement la bataille des peuples pour protéger la terre. Tout ça, je trouve que ce sont des ouvrages qu'il faut vraiment lire. Et puis le petit dernier pour la route, mais tout le monde peut être féministe, de Bell Hooks. Et comme son nom l'indique, c'est vraiment un livre qui invite tout le monde à se lancer dans cette révolution féministe. Et je trouve que c'est essentiel et que c'est aussi extrêmement inspirant. Merci Marie pour ce temps passé et j'invite toutes les auditrices et les auditeurs à poursuivre cette discussion en allant sur ton site marietoussaint.eu. Exactement. Merci beaucoup. Merci.